Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast des jeunes écologistes sur la condition animale. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation et donc notamment des enjeux environnementaux et sociaux qui en découlent. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'alimentation, donc à travers la condition animale notamment, et donc on va voir les enjeux environnementaux et sociaux qui en découlent. Et du coup, on tient à vous prévenir qu'on va aborder certains sujets qui peuvent être compliqués, complexes, qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc en fait, à chaque fois que vous allez entendre ce son, ça veut dire qu'il va suivre dans les prochaines secondes une pratique de ce qui se fait par exemple dans l'industrie animale. Ça peut être pour la production du lait, pour la production de viande, etc. Donc si jamais vous vous sentez pas à l'aise pour écouter ça, n'hésitez pas à passer les 10 ou les 20 prochaines secondes dès que vous entendez ce son. Et moi, je suis Cassandra Marchal, du coup, je suis dans le GT Conditions Animales des jeunes écologistes. Et du coup, je suis accompagnée de Marguerite et Aurélia. On tient à remercier déjà toutes les personnes qui ont travaillé sur le podcast et qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, et notamment Elliot Kazinari-Konieczka qui a énormément travaillé sur ce podcast et qui n'a pas pu être présent. Donc ce podcast il émerge d'une idée du coup du groupe de travail Conditions Animales. En juin, début juin, on a eu l'idée de faire de base une formation vidéo du coup qui s'est transformée en podcast. Donc c'est le travail c'est l'aboutissement de 5 mois de travail, ce podcast. Et donc on a vraiment essayé de sourcer un maximum nos informations. Maintenant, je vais laisser la parole à Marguerite du coup pour parler du grand 1, donc les problèmes liés à l'exploitation humaine des animaux. Donc, dans ce premier temps, comme tu l'as dit, Cassandra, on va parler des problèmes liés à l'exploitation des animaux par les humains et les humaines, notamment la souffrance animale, l'impact sur l'environnement, puis on fera un aparté sur des considérations plus sociologiques. Donc, on va tout d'abord s'intéresser à la souffrance animale provoquée par l'exploitation de leur corps en général, et évaluer dans quelle mesure notre alimentation en est la cause matérielle principale. Avant toute chose, les animaux sont dotés de sentience. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'éprouver des choses subjectivement, de vivre des expériences à la première personne. Par exemple, ils peuvent ressentir la peur, la douleur et le plaisir et ont la volonté de rester en vie. La déclaration de New York sur la sentience animale, qui date d'avril 2024, a réuni des centaines d'expertes et experts sur le sujet. Et elles se sont rendues entendues pour affirmer que la sentience est scientifiquement prouvée pour les mammifères et les oiseaux, et qu'il y aurait une possibilité de sentience chez tous les vertébrés et même certains animaux invertébrés. Ces scientifiques précisent aussi que ce n'est pas parce que la sentience n'est pas prouvée qu'elle n'existe pas chez les autres animaux. Yale juge ainsi irresponsable une négation de la sentience des animaux et invite à être attentive et attentifs à leur bien-être. Or, le problème, c'est que les animaux subissent de nombreuses et graves violences dans les exploitations, et pas seulement dans les exploitations industrielles des grands groupes, même si, bien sûr, les violences y sont à leur paroxysme. Dans les abattoirs industriels, les animaux arrivent très tôt le matin et restent enfermés, entassés dans de minuscules espaces pendant des heures avant d'être abattus. Déjà violent, ce n'est pourtant que le début d'un long et douloureux périple vers la mort. Dans les abattoirs, y compris les abattoirs bio et malgré quelques assurances que garantit le label, l'étourdissement échoue souvent ou la mise à mort est trop éloignée de l'étourdissement, laissant le temps aux animaux de reprendre conscience. Ils sont donc égorgés encore vivants, processus qui peut durer car ils se débattent longtemps pour échapper à la mort. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale datant de 2016 notait que 80% des chaînes d'abattage présentaient ainsi des non-conformités. L'abattage des animaux est nécessairement source de souffrance pour eux. Entre les manipulations brutales nécessaires à l'amener des animaux dans les dispositifs de contention, le stress et la peur, la fréquence des échecs, d'étourdissement et les reprises de conscience sur la chaîne d'abattage, les abattoirs sont des lieux fondamentalement violents pour les animaux. Par ailleurs, l'étourdissement lui-même désigne une réalité des plus brutales, les méthodes actuellement pratiquées étant le choc électrique, la perforation de la boîte crânienne et l'asphyxie au gaz. Finalement, aucune de ces méthodes ne permet de garantir un abattage indolore et certaines sont même systématiquement longues et douloureuses.
L'exploitation des animaux est un système bien rodé, puisque l'exploitation et le meurtre d'animaux engendrent celles d'autres animaux. Un exemple flagrant est celui des fermes à sang. Des juments y sont inséminées puis saignées tous les jours pour fournir l'hormone ECG utilisée en élevage bovin, ovin, caprin et porcin, y compris bio, pour booster la reproduction. Un autre exemple est celui de la pêche minotière, une pêche industrielle intensive de petits poissons pélagiques de faible valeur commerciale destinés à alimenter poissons, ovins et poules. En outre, tout est fait pour optimiser la mise à mort de 250 milliards d'animaux par an, soit 258 animaux par an par habitant. Ils sont souvent modifiés génétiquement afin de grandir très vite et être abattus jeunes en assurant un rendement maximisé. Ainsi, les cochons et les veaux, dont la chair est destinée à être consommée, sont abattus au bout de 6 mois alors qu'ils auraient pu vivre au moins 15 voire 20 ans. Les poulets sont tués vers leur 35e jour, sur une durée de vie moyenne de 8 ans. Toute espèce confondue, les femelles utilisées pour la reproduction sont tuées dès qu'elles ne peuvent plus enfanter ou que les rendements, tels que les œufs ou le lait, sont jugés trop faibles. Ces chiffres sont aussi valables dans la filière bio, même si les animaux ne sont pas génétiquement modifiés. C'est également le cas de la plupart des poussins mâles nés au sein d'élevages intensifs de production d'œufs qui sont broyés ou étouffés car considérés inutiles puisqu'ils ne peuvent pas pondre d'œufs. À la naissance, de nombreux animaux sont mutilés car leurs conditions de détention sont trop éprouvantes. Les porcelets, par exemple, se voient limer les dents et couper la queue, car quand ils naissent, ils se retrouvent avec leur mère dans des cages où ils peuvent à peine bouger, au point qu'ils en viennent à se blesser à cause de la frénésie que cela engendre. Les pointages, soit le fait de brûler la pointe du bec des poules pour éviter qu'elles n'attaquent, voire mangent leurs congénères, pratique courante tant la promiscuité les rend folles, est douloureuse et leur ôte un organe fondamental à leur bien-être, puisqu'elles l'utilisent pour de très nombreuses tâches. Enfin, l'insémination artificielle des vaches est un autre exemple de grave violence généralisée dans l'ensemble des productions, notamment celle du lait. Pour qu'une vache produise du lait, elle doit donner naissance à un petit. On la met donc enceinte de force, en enfonçant le pistolet jusqu'au col de l'utérus, tout en ayant un bras dans leur rectum. Cette pratique est qualifiable de viol, puisque les vaches n'ont de toute évidence pas le choix. Les taureaux, dont le sperme est prélevé non plus, n'ont pas le choix de cette pratique. J'en profite juste avant de passer la parole à Aurélia, juste pour préciser que évidemment on parle du coup de pratique de ce qui se fait. Le but c'est pas du tout de pointer du doigt du coup les personnes qui consomment des produits animaux ou qui ont un régime carné. Le but c'est simplement de mettre à disposition des informations qui sont pour la plupart méconnues ou volontairement invisibilisées, notamment par les lobbies. Et donc, pour continuer sur la thématique, le transport d'animaux vivants, notamment pour l'élevage, est régi par la loi. Mais la loi, elle reste assez affolante et les dérives et les cas de déplacement de mauvaises conditions restent très fréquents. La directive européenne qui réglemente le transport des animaux, elle est régulièrement critiquée par les associations de défense des droits des animaux. On lui reproche souvent son manque d'exigence. Des problématiques telles que l'accès à l'eau des animaux durant les transports ou leur exposition à des conditions de forte chaleur restent ainsi au cœur des combats d'associations telles que L214. À titre d'exemple, en 2019 et 2020, les associations L214 et Eyes on Animals se sont associées pour mener une enquête sur les conditions de transport des veaux nourrissons entre l'Irlande, la France et les Pays-Bas. Et durant cette enquête, les associations ont pu constater et dénoncer les conditions de transport dont sont victimes les veaux. Ces derniers pouvant être exposés à des cas de maltraitance physique ou à des manquements graves d'accès à l'eau. Ces situations sont représentatives des différents manquements subis par les animaux vis-à-vis de 5 libertés fondamentales que leur reconnaît l'OMSA, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé animale. Et ces 5 libertés permettent d'évaluer le bien-être animal, notamment en élevage. Et dans le cadre de l'enquête menée par les 2 associations, on peut constater que 2 d'entre elles particulièrement, donc le droit à l'absence de faim, de soif et de malnutrition et le droit à l'absence de stress physique ou thermique, n'ont pas du tout été respectés. Et ce sont pourtant bien ces 5 critères définis par l'OMSA qui sont aujourd'hui souvent pris en compte
quand on parle de bien-être animal et comme outil d'évaluation de ce bien-être. Outre l'absence de faim et de soif et celle du stress physique ou thermique, les droits reconnus aux animaux sont pris en compte par cette organisation intergouvernementale et incluent aussi l'absence de peur et de détresse, l'absence de douleur, de lésions, de maladies et la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux de son espèce. Mais ces dérives, elles ne se limitent pas qu'au transport. En effet, aujourd'hui encore, au sein de certains élevages, les conditions de vie des animaux font l'objet de critiques qui dénoncent l'incapacité de ces conditions à respecter le bien-être animal. C'est par exemple le cas pour les poulets de chair et les poules pondeuses. Il y a un schéma du ministère de l'Agriculture à ce propos qui relate les lois en vigueur en France pour la durée de transport légal des animaux. Par exemple, pour les bovins, la durée autorisée sans pause ni eau est de 14 heures, avec une seule heure de pause pour les abreuver et éventuellement les alimenter. Et ensuite, il est autorisé de refaire 14 heures de route. Outre les souffrances que peuvent subir les animaux destinés à la consommation humaine, que ce soit au sein des élevages ou durant les transports, leur durée de vie apparaît également parmi les sujets polémiques. Par exemple, une étude de l'ITAVI, l'Institut technique des filières avicoles, donc concernant les oiseaux, cunicoles, lapins et piscicoles, les poissons, datée de 2017, un poulet de chair à croissance rapide et en moyenne abattu après 5 à 6 semaines. Pourtant, ces poulets peuvent vivre jusqu'à 8 ans. L'association L214 propose sur son site internet une page intitulée « Quel âge a votre viande ?» Et cette page, elle récapitule à partir de nombreuses études et sources techniques et scientifiques pour différents animaux d'élevage les durées de vie moyenne avant abattage comparées à l'espérance de vie moyenne, estimée grâce à la durée de vie observée pour des individus placés en refuge. Et les poules pondeuses pour les œufs sont abattues à 18 mois environ, car elles commencent à pondre moins à ce moment-là, alors que leur espérance de vie est d'environ 8 ans. Il est important de soulever aussi un point essentiel qui est qu'au-delà de vivre seulement 1 an et demi, elles vivent 1 an et demi dans des conditions déplorables où elles sont dans des conditions d'entassement, de souffrance psychologique et d'autres facteurs que nous avons évoqués. Du coup, je reprends la parole pour parler du grand B, les impacts de l'exploitation animale sur l'environnement et les populations. Alors, du coup, on va déjà parler des impacts sur l'environnement. Il est prouvé par plein d'études que les aliments d'origine animale sont responsables de la majorité des impacts négatifs sur l'utilisation des terres, de l'eau, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre et j'en passe. On estime, par exemple, je vais vous donner quelques petits chiffres, qu'un repas omnivore, donc c'est-à-dire un repas qui contient une pièce de chair animale, équivaut en termes d'impact sur la planète à 14 repas végétariens, ce qui est juste énorme. Notamment donc les gaz à effet de serre qui sont causés dans le monde à cause de l'agriculture représentent 14%. Et dans ces 14%, il y a 60% qui viennent juste de l'élevage. Donc l'alimentation apparaît donc comme un levier vraiment fondamental dans la lutte contre le réchauffement et le dérèglement climatique et environnemental. On va s'attarder un peu maintenant sur le cas de la pêche pour illustrer un peu les pollutions qu'engendre tout ce système. Évidemment, on pourrait prendre un autre exemple, mais on a voulu sortir un peu des exemples carnés et des abattoirs. Donc, on a par exemple 46% des plastiques flottants qui sont dans l'océan qui proviennent du matériel de pêche. Et chaque seconde, à votre avis, il y a combien de kilos de plastique qui sont déversés dans les océans chaque seconde? Je vous laisse juste quelques secondes pour y réfléchir. On a 300 kilos de déchets plastiques chaque seconde qui sont déversés dans les océans. Donc c'est énorme, on peut rapporter ça à la minute, à l'heure, au jour. C'est vraiment énorme. De plus, l'enchevêtrement des débris de plastique entraîne souvent des blessures aiguës ou la mort des animaux qui sont infectés. On peut notamment prendre pour exemple l'ingestion de plastique qui entraîne souvent des brûlures internes ou des occlusions digestives, donc qui conduit à la mort des animaux. On a par exemple environ 1 million d'oiseaux, donc je change un petit peu de sujet, qui périssent chaque année, mais donc toujours reliés au plastique, simplement parce qu'ils ingèrent du plastique en pensant que ce sont des proies. En sachant que nous aussi, en tant que personnes humaines, on est touchés par ce phénomène, puisque si les animaux mangent du plastique et que nous mangeons des animaux, nous mangeons du plastique.
En plus, notamment le matériel de pêche qui est abandonné, il est soit abandonné, soit perdu, soit jeté dans la mer, dans l'océan. Ça contribue aussi à fragiliser toutes les colonies microbiennes qui se forment donc sur les déchets plastiques. Et donc, on a notamment comme conséquence le fait que les coraux soient de plus en plus malades. Donc là, on a beaucoup parlé de la pollution plastique, mais on essaye de développer un peu nos exemples. Donc toujours en restant sur le domaine de l'océan et de la pêche. Donc la pêche industrielle, donc évidemment perturbe les écosystèmes et donc toute la chaîne alimentaire. On va parler de la pêche au chalut. Donc si vous savez pas ce que c'est la pêche au chalut, c'est normal déjà. Et donc en fait pour nous, ça constitue vraiment l'apogée en fait de la destruction donc de la biodiversité marine. Parce que en fait, cette pêche donc au chalut consiste à traîner derrière un bateau un gigantesque filet, de sorte en fait à capturer donc des espèces donc à destination commerciale et donc à des fins d'alimentation. Et donc on utilise notamment cette pêche pour le cabillaud, les crevettes ou le calmar. Mais du coup, vous vous doutez bien qu'un énorme filet de pêche qui est traîné par un énorme bateau, en plus d'emprisonner les animaux et de les faire énormément souffrir, on fait aussi énormément souffrir des espèces qu'on va jeter à la poubelle, pour faire simple. Petite statistique, puisque j'aime bien les statistiques, et après je vais passer la parole, donc vous aurez peut-être moins de statistiques. Surtout un soir à 19h, je pense que tout le monde en a marre des statistiques, mais ce n'est pas grave. Donc le chalutage émet 370 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. La majorité d'entre nous, on a une vingtaine d'années, donc on peut assez rapidement faire le calcul. Donc l'exemple de cette pêche montre bien qu'il ne faut pas juste se restreindre à la question du CO2 pour parler du dérèglement climatique, évidemment. Bon, ça, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous saviez déjà, mais bon, c'est important de le souligner. Notamment pour le podcast. Ces exemples, ils témoignent aussi du fait que la protection des animaux va largement avec la protection de l'environnement et notamment la protection de notre santé qu'on va développer. Et du coup, je laisse la parole à Marguerite pour parler de ce sujet. Merci Cassandra. Donc, en effet, l'exploitation animale a également de grandes conséquences sur les humains et les humaines. Tout d'abord, notre santé dépend en grande partie de notre environnement. Le problème, c'est que cet environnement-là, il est profondément dégradé et il est donc néfaste pour notre santé. Et que, comme on l'a vu, une alimentation basée sur l'exploitation animale contribue grandement à rendre néfaste notre environnement. L'exploitation animale, elle est aussi directement problématique pour les êtres humains et les êtres humaines. Par exemple, le travail des ouvrières et ouvriers en abattoir est si dur qu'il entraîne des troubles musculo-squelettiques à cause du travail dans le froid, avec des chocs thermiques, ainsi que du bruit dépassant parfois les 100 décibels. Les ouvrières et ouvriers travaillent à des cadences insoutenables, puisque les abattoirs moyens tuent entre 45 et 50 bovins par heure. Et pour les abattoirs industriels, c'est jusqu'à 840 cochons à l'heure et environ 190 000 poulets par jour. Cela génère un risque d'accident au travail 4 fois supérieur à la moyenne nationale des autres activités professionnelles. Ce travail met en grave danger leur santé psychique et nombre d'entre elles doivent pratiquer la dissociation pour tenir. La dissociation, c'est une rupture de l'unité psychique. Il s'agit d'une forme de déconnexion entre les pensées, les émotions et les comportements pour se protéger lors d'un événement venant menacer notre intégrité physique ou psychique. Plus de 10% des ouvrières et ouvriers travaillant dans les abattoirs présentent des symptômes de dépressivité et nombre d'entre elles consomment des drogues et des médicaments pour tenir. C'est un travail si dur et mal rémunéré que 40% des ouvrières et ouvriers sont intérimaires et beaucoup sont issus de l'immigration. L'exploitation animale et la colonisation des terres par les humains et les humaines favorisent grandement l'échange de maladies. Des élevages entiers sont ainsi régulièrement tués afin d'éviter la transmission de maladies à d'autres animaux, comme par exemple la grippe aviaire, mais ça peut aussi concerner l'homme, comme par exemple l'encéphalopathie spongiforme bovine, plus connue sous le nom de maladie de la vache folle, qui se manifeste dans les corps humains sous la forme d'une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui attaque sérieusement le système nerveux. En outre, la consommation de produits provenant des animaux affame l'humanité. 1/3 des terres cultivables sur la planète sont utilisées pour produire l'alimentation des animaux, d'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qu'on connaît plus souvent sous le nom de FAO. Pourtant, ces terres pourraient être utilisées directement pour nourrir les êtres humains et les êtres humaines.
Notre alimentation fortement carnée comporte aussi des impacts sur l'eau et nos capacités futures de survie, puisqu'elle est bien plus gourmande en ressources hydriques. L'alimentation omnivore comporte également et enfin de graves conséquences d'un point de vue de la santé publique. Une récente étude montre ainsi qu'un régime végétarien réduit de 9% les risques de développer un cancer, tout type confondu, et un régime végétalien réduit ce risque de 24%. Et au moment où vous vous dites « Oh là là, c'est long, il nous parle des animaux », je vais vous inviter à rester bien concentrés puisque nous allons parler de Sébastien Chenu, ça va être incroyable. Mon Dieu, exactement. Donc, je reprends la parole pour parler donc de consommation de chair animale et donc notamment sous le prisme des positionnements politiques et des classes sociales. Donc la viande, ça a toujours été un marqueur social, souvent de puissance, et ça a été un grand symbole de richesse. Pendant la révolution industrielle, donc au XVIIIe et XIXe siècle, les classes populaires, elles ont une tendance à s'enrichir. Et donc elles se permettent une alimentation plus carnée. Cependant, depuis quelques décennies, on observe un renversement et justement ces classes plus aisées, elles ont une tendance du coup à aller vers une alimentation plus végétale. Donc c'est-à-dire moins de chair animale, moins de produits qui engendrent de la souffrance animale au profit d'alternatives qui soient végétales, biologiques et donc plus éthiques. Cependant, la consommation, elle est de plus en plus, elle est plus élevée chez les classes populaires, car la viande agit, donc comme je le disais, comme un marqueur social. Donc en fait, les moins aisés, ils veulent en consommer pour montrer qu'ils et elles ne sont pas en manque notamment. On observe également que les personnes qui ont réduit leur consommation de chair animale sont politiquement plutôt marquées à gauche, généralement diplômées, très diplômées, féminines et urbaine. Que cette réduction donc de la consommation des produits dérivés d'animaux est donc beaucoup associée à une forme d'élitisme. Et donc dès lors, cette réduction devient un facteur de polarisation. Donc là, je caricature, mais en gros, on a les bobos écolos qui donnent des leçons de morale face aux pauvres gens qui demandent rien d'autre qu'un bon repas. Je caricature évidemment. Donc la gauche, elle parle souvent d'écologie et d'antispécisme, donc c'est-à-dire le droit des animaux, la remise en cause du système du capitalisme agro-industriel, alors qu'à droite, les politiques invoquent plus le recours à tout ce qui est tradition, la logique identitaire traditionnelle, le mode de vie rural, en tant que partie du patrimoine culinaire national auquel il ne faudrait pas toucher. Les alternatives végétales donc de qualité, donc par exemple des simili carnés, des produits bio locaux, restent souvent chers et donc moins accessibles. Et oui, et on va vous dire pourquoi. Parce que l'industrie de la viande, c'est une industrie qui est extrêmement subventionnée par l'État et par les lobbies. Tandis que du coup les marques françaises de référence donc dans tout ce qui est produits vegan, de simili carné, etc. ne touchent aucune subvention, malgré pourtant une association. Elle s'associe régulièrement pour demander des subventions qui évidemment n'aboutissent pas. Quel grand suspense, dites donc. On observe également que les personnes, donc pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans leur démarche, il est tout à fait possible d'adopter un régime végétarien, voire vegan, à moindre frais. Tout d'abord, les contenus éducatifs sur l'équilibre alimentaire, même s'ils sont inégalement accessibles, ils se multiplient. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, les légumineuses, elles sont connues pour être très coûteuses et très protéinées. Et donc, l'association de ces légumineuses avec des céréales, ça peut être du pain de mie, de l'amande, des pâtes, du coup, parce qu'il y a du blé dedans, donc c'est une céréale. Donc, ce genre de produit, ça permet d'obtenir un équilibre en termes de protéines. Alors, il faut s'y connaître un peu, effectivement. Mais si vous êtes volontaire, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci. Et donc, avec un régime végétarien ou vegan, le corps peut tout à fait fonctionner correctement. On a certaines personnes à gauche, donc pour revenir un petit peu au positionnement politique, qui défendent la viande pour que les personnes les plus précaires puissent en manger. Donc c'est tout à fait normal de souhaiter que les personnes qui soient plus précaires puissent se permettre des choses qui sont généralement réservées aux personnes plus aisées. Sauf que le problème, c'est qu'au lieu de valoriser la consommation des produits animaux, du coup chez les ménages les plus pauvres, on pourrait tout à fait faire en sorte de réduire la consommation des plus riches et de permettre aux personnes précaires un accès aussi à des alternatives de qualité. Vous attendez tous le passage sur Sébastien Chenu, j'y arrive. Donc la défense de la consommation de viande est très présente à droite. Donc quel suspense! Donc il n'est pas du tout rare de voir la droite et l'extrême droite caricaturer les végétariens, les végétariennes, les véganes, donc pour les discriminer. Et donc cela se fait avec la complicité des médias, bien sûr. L'exemple de Sébastien Chenu sur BFM TV, qui parlait début octobre, donc attention, tenez-vous bien. Il disait, je cite, « Un écolo complètement vegan taré
qui mange des moustiques. Ce n'est pas une blague. Les journalistes, en plus, donc ils rigolent sur le plateau, bien sûr, évidemment. Personne ne le reprend. Que vous voyez bien qu'il y a des problèmes déjà dans la forme des propos, mais aussi dans le fond, puisque si on veut vraiment caricaturer au maximum, les moustiques sont pas véganes. Voilà, pour les personnes qui se demandaient. Au-delà de la discrimination, les politiques de droite ont un intérêt à montrer généralement, du coup, que ce sont des bons vivants, en gros, qui s'opposent aux écolos qui sont bobos, donneurs de leçons. Voilà, on connaît la caricature. Sauf que le problème, c'est que ça, en fait, ça permet de creuser l'écart entre les classes populaires et les personnes, du coup, qui sont détentrices notamment d'un capital culturel. Et donc la droite, elle veut vraiment apparaître comme le camp qui parle au peuple en fait et qui dit notamment je suis comme vous, qui donc prétendent être plus connectés à la réalité sociale, blablabla, tout ça on connaît. Notamment donc on peut ajouter que les passages des très nombreux politiciens et des très nombreuses politiciennes au salon de l'agriculture, ça profite bien plus aux personnes qui sont de droite la plupart du temps, qui veulent apparaître comme des bons vivants. En gros, c'est une manière de performer la simplicité, d'avoir une apparence, donc comme je disais, de je suis comme vous. Et donc pour la droite, la viande, en gros, c'est un capital symbolique viriliste. On va développer plus tard sur la virilité et le lien qu'il y a entre les deux. Mais en gros, ça leur permet de construire une opposition aux habitudes qui sont... une opposition entre les habitudes qui sont populaires et donc le mode de vie qui serait donc privilégié. Donc ce dernier, donc qui est austère et donc souvent associé aux classes moyennes urbaines écologisées, donc est disqualifié comme étant moralisateur et donc dévirilisé, tandis que le premier donc est réhabilité comme étant authentiquement national et populaire. Et donc je vais laisser la parole à Aurélia pour la suite de ce podcast. Comme le disait Cassandra, la viande, c'est lié à un idéal viriliste, à la droite aussi, et elle a en effet une connotation très genrée. On sait que les hommes en consomment beaucoup plus que les femmes, et ces dernières, ça compose les 2/3 de personnes qui ne consomment plus du tout de viande. Ces dernières années, beaucoup de masculinistes vont aussi défendre la consommation de la viande en pensant qu'elle est constitutive d'une virilité forte. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les milieux masculinistes parlent des hommes végétariens et des hommes véganes comme des hommes soja, alors qu'en réalité, le besoin d'alimentation en viande, c'est un pur mythe. L'alimentation végane, c'est une histoire de protéines complètes. Par exemple, une image qu'on peut utiliser, c'est celle des Lego. Donc, pour construire un Lego, il faut des briques et les empiler. Et là, c'est pareil. Pour construire une protéine, le corps, il utilise 20 briques différentes qui sont appelées les acides aminés. Donc, on a 20 acides aminés. Il y en a entre 11 et 12 que le corps produit naturellement. Et donc, il reste 8 à 9 que le corps ne peut pas produire et qu'on doit trouver dans l'alimentation. Et des études récentes, elles montrent que le corps, il stocke ces acides aminés quelques jours. Autrement dit, vous l'aurez compris, il suffit de diversifier son alimentation sur quelques jours pour que le corps il puisse produire des protéines en assemblant les acides aminés. Donc, il est important de varier ses sources de protéines, les petits pois, les lentilles, les haricots, pour fournir régulièrement toutes les briques nécessaires pour construire ces protéines. Justement, tous les 8 acides aminés que le corps doit ingérer sont présents dans les végétaux, les légumineuses et les céréales. Et le tout, c'est de diversifier. Tous les 8 acides aminés sont dans les lentilles, par exemple. L'avoine en contient aussi beaucoup. Et les protéines de pois texturées sont aussi une alternative. Et il y a plein d'autres aliments qui permettent sans problème d'avoir tous ces acides aminés et donc plein de protéines. Donc, c'est pas vraiment la viande qui va vous rendre plus fort. Voilà. Il y a aussi une performance de genre dans le choix de l'alimentation. En effet, bien souvent, les femmes sont assignées à la cuisine dans la sphère privée, mais les hommes vont endosser le beau rôle dans la sphère publique en étant des grands chefs cuisiniers. Par ailleurs, il y a aussi une construction genrée autour des aliments consommés. La viande, elle est associée à la masculinité et la virilité, comme on l'a dit. Ainsi, en France, la viande est citée comme le premier aliment essentiel en plus grande propension par les hommes. 71% d'eux pensent que c'est le cas, que par les femmes, seulement 59%. Et de plus, dans une enquête menée aux États-Unis sur 11 000 personnes, seulement 24% des véganes étaient des hommes, alors que les femmes, elles, étaient 76% à l'être. Et on observe aussi que les personnes qui mangent moins de viande de façon générale, en fait, ce sont les personnes minoritaires, donc les personnes racisées, LGBTQIA+, et les femmes notamment. Et donc, en fait,
on se rend compte que les personnes qui sont le plus touchées par les phénomènes de domination peuvent éprouver une empathie plus facilement envers les animaux qui sont en fait eux aussi minorisés par rapport au groupe de personnes dominants au sein de la société. En fait, ce qu'on observe, c'est que les discriminations sont liées à la cause animale. Les personnes qui pensent que la cause animale n'est que peu importante, ce sont les personnes les plus enclines aussi à penser que les femmes sont inférieures aux hommes ou des personnes LGBT-phobes. En conclusion de tout ça, les animaux souffrent. Donc, à nous de voir comment on peut adapter nos comportements pour se mettre en adéquation avec nos valeurs et mettre fin à la dissonance cognitive qu'on peut ressentir quand on consomme de la viande. Et aussi, c'est pas seulement une question d'éthique, il en va aussi de notre survie dans des conditions décentes et aussi d'un idéal écologique, même si en ce moment, c'est de plus en plus difficile, notamment avec la montée de l'extrême droite. Voilà, toujours taper sur eux. Et donc, face à tout ce qu'on a pu dire, qui ne montre finalement qu'une partie de la situation, et maintenant que vous êtes tous et toutes bien déprimés, plusieurs perspectives peuvent être envisagées en termes de solutions. Pour ça, donc, on se base sur notre expérience pour proposer plusieurs pistes qui s'adaptent aux situations de chacun et chacune pour qu'on avance à notre rythme. S'informer, c'est la première chose à faire selon nous. Chaque personne va à son rythme, comme je l'ai dit, mais le but, c'est d'essayer de se défaire des œillères que nous avons pour essayer de consommer en ayant conscience de ce que là engendre, et aussi d'en parler autour de soi. En termes d'action, la chose la plus impactante que nous puissions faire, c'est bien sûr de diminuer la part des produits provenant des animaux dans notre alimentation, voire de la supprimer d'ailleurs complètement. On sait que c'est pas évident, et c'est pour ça qu'on vous a préparé quelques pistes qui peuvent vous aider. Le plus facile, c'est de conserver ses plats habituels en remplaçant les produits animaux par des produits végétaux. Par exemple, le lait ou s'orienter vers des simili-carnés, même si on a conscience qu'elles sont la plupart du temps plus onéreuses. Pour les œufs, j'avoue, c'est plus compliqué. Donc on vous invite à chercher parmi les recettes végétales dont regorge Internet. Ouvrir ses horizons à des plats issus d'autres cultures est aussi très porteur, car nombre d'entre eux sont végétariens, voire même végétaliens. Aussi, dans votre parcours, les épices seront de très très bons alliés. Quand on mange de la viande, on est souvent habitué à une alimentation très goûtue, notamment car très salée. Assaisonner ces plats permet donc de garder tout autant de plaisir en mangeant. On vous indique sur la page du podcast des comptes et sites internet qui pourraient beaucoup vous aider. Et pour les personnes présentes ici, on vous invite à venir nous voir si vous avez envie d'en savoir plus. Bien que la croyance selon laquelle les personnes végétariennes et végétaliennes sont carencées soit un mythe tenace, tout changement d'alimentation est à réaliser avec précaution. On vous conseille ainsi d'en parler avec le personnel médical qui vous suit. Il arrive cependant qu'ils tentent de vous dissuader ou ne comprennent pas. Dans ce cas-là, on vous conseille de changer, sauf si vous avez des soucis de santé particuliers, parce qu'en fait, finalement, il y a assez peu de contre-indications à la réduction ou la suppression de produits animaux dans l'alimentation, tant qu'il y a un suivi. Toutefois, on sait que certaines personnes peuvent difficilement assumer une alimentation végétale en raison d'une santé fragile. Il ne s'agit donc pas de culpabiliser qui que ce soit, mais de fixer un horizon désirable auquel chacune et chacun essaie de tendre au maximum. Un premier travail à faire donc, c'est de prendre conscience de la place de l'animal dans la société aujourd'hui et de se mettre en cohérence avec ses valeurs. Une autre chouette perspective, c'est d'en parler autour de vous. Les discussions permettent de s'informer et de se soutenir dans les démarches. Les défis comme le Veganuary, soit un mois où on mange vegan, le mois de janvier, c'est vrai, sont de très bons moyens pour se rendre compte à quel point nous sommes rendus dépendants et dépendantes des produits provenant de l'exploitation des animaux. Il faut veiller à penser cette démarche dans une approche constructive et à tout prix éviter l'angle moralisateur. Bien souvent, quand on parle de végétarisme ou de véganisme, il est récurrent que les personnes soient, et à raison, sur la défensive, parce que le discours qu'elles entendent, c'est qu'elles font mal les choses, et donc qu'on leur reproche de manger de la viande. Il faut aussi garder en tête, comme on l'a dit plus tôt, que notre origine sociale joue beaucoup et qu'il ne s'agit pas de reproduire une violence de classe. Il est donc conseillé de se mettre à l'écoute des personnes avec lesquelles on échange et d'adopter une posture de compréhension. Ensuite, et seulement ensuite, on peut amener les personnes, si elles le souhaitent évidemment, vers des solutions qui leur correspondent. Par exemple, manger moins de viande ou acheter de la viande à minima ne provenant pas des grands groupes industriels, les renseigner sur les alternatives. Ou même prendre contact avec des associations telles que L214, Projet Animaux Zoopolis, Extinction Rebellion, Greenpeace ou 30 millions d'amis pour s'engager ou simplement se renseigner.
Du coup, je vais faire une petite conclusion pour le podcast notamment, donc avant qu'on enchaîne sur le temps participatif. Je voulais remercier encore une fois l'ensemble du groupe de travail, donc Conditions Animales, qui a été toujours très chouette. On a vraiment fait un travail qui était super cool et du coup qui s'aboutit aujourd'hui. Et donc je voulais remercier l'ensemble du bureau fédéral de nous avoir suivis dans notre idée, dans notre aventure, et notamment donc Tamina Toussaint-Yaneva qui nous fournit le matériel et qui a passé son temps à faire le relais entre le groupe de travail et je ne sais pas où elle est, et le bureau fédéral. Et je pense que nous pouvons toutes et tous applaudir donc l'ensemble des personnes qui ont participé. Et ensuite, je reprends la parole pour le...